Chers spectateurs, chères spectatrices, mesdames et messieurs, cher public, bonjour. On parle beaucoup depuis quelque temps de l'écriture inclusive. Cette expression, vous l'avez forcément entendue. Mais peut-être ne savez-vous pas vraiment ce qu'elle signifie. Et si vous pensez le savoir, sans doute n'en connaissez-vous pas toutes les formes, les causes, les enjeux, les tenants et les aboutissants. Souvent, l'écriture inclusive est confondue avec le point médian, qu'on appelle aussi point milieu. Mais savez-vous seulement ce qu'est ce dernier, à quoi il sert et à quoi il est censé servir? Si oui, c'est un début. Mais il est très loin de représenter à lui tout seul ce qu'on appelle l'écriture inclusive. Pourtant, la confusion est souvent faite par les détracteurs de celle-ci, volontairement ou non. On peut être de très bonne foi quand on connaît mal quelque chose. La mauvaise foi est une affaire d'initié. C'est pourquoi j'ai eu envie de traiter ce sujet en profondeur devant vous, afin de dissiper la plupart des malentendus autour de cette question, ou en tout cas d'essayer de les dissiper. Au travers de cette nouvelle série de vidéos pour les sujets qui fâchent, nous entendons vous communiquer tout ce qu'il y a à savoir sur cette épineuse question aux ramifications nombreuses et inattendues. Vraiment tout? En fait non, nous n'arriverons pas à tout vous dire, d'autant plus que nous allons essayer de ne pas trop déborder sur les domaines qui nous sont moins familiers, comme la psychologie, la sociologie ou l'histoire entre autres. Dans mon sujet précédent, genre et sexe dans la langue, j'ai annoncé les prémices de l'écriture inclusive en déconstruisant le mythe du genre neutre en français. Nous reprendrons cette notion ici pour enfoncer le clou et surtout pour montrer pourquoi et comment l'idée d'une écriture inclusive est apparue en français et pourquoi particulièrement dans notre langue et pas dans d'autres. Nous vous montrerons, en tout cas nous essaierons de vous montrer qu'il n'est pas nécessaire de vivre dans une société sexiste pour juger d'une part de sexisme dans la langue, de même qu'il n'est pas indispensable d'être une ultra-féministe pour user de l'écriture inclusive de façon naturelle. Voici donc notre plan. Dans un premier temps, nous poserons les bases de la notion. Pour commencer, nous vous donnerons une définition développée de ce qu'est l'écriture inclusive, sans entrer dans le détail, parce que nous décrirons en profondeur ces différentes formes plus tard. Ensuite, dans un deuxième volet, nous ferons une incursion historique dans la langue pour vous en montrer les fondements, en visitant l'histoire du français, afin de repérer les phénomènes linguistiques liés à la question du genre grammatical, et donc les raisons qui ont poussé et poussent encore une partie des francophones à réclamer une écriture inclusive. Dans une troisième vidéo, nous vous décrirons l'écriture inclusive dans le détail, toutes les formes qu'elle emploie, les nouveautés, les anciennetés, les choses admises ou non admises par la grammaire ou les défenseurs du bon usage, les choses oubliées qui ressurgissent, ou même les solutions envisageables pas encore explorées, en essayant de placer tout ça dans une perspective chronologique et linguistique. Nous essaierons d'être exhaustifs afin que, au moins vous, les téléspectateurs et spectatrices de cette vidéo, cessiez de confondre écriture inclusive et point médian notamment, si tant est que vous les confondiez. Enfin, dernièrement mais non moindrement, en espagnol last but not least, nous nous frotterons à la polémique et aux différents arguments offensifs ou défensifs en faveur ou en défaveur de l'écriture inclusive. Une partie que je vous recommande tout particulièrement car je me lâche dedans, vous verrez. Vous aurez peut-être noté que je dis nous depuis le début parce que je fusionne dans ce nous la part de moi qui approuve ce langage non sexiste et l'autre part qui doute, qui interroge, qui se demande où cela veut en venir et où cela ira. En confrontant ces deux parts de moi, j'espère confronter les différents courants de pensée, des sensibilités opposées, non pas nécessairement pour les réconcilier, mais pour vous aider à vous faire une idée claire et sérieuse de la question. Après tout, une langue a sans doute besoin d'ultra-conservateurs et d'ultra-progressistes en son sein. L'affrontement entre les deux groupes est générateur de vitalité, il est la preuve que le français est bien vivant et que des gens se bougent pour le protéger, croit-il, ou pour le faire évoluer sans savoir si c'est dans le bon sens ou non. Au milieu de ça, la langue n'en a cure. Elle avance et son usage avec, elle évolue en permanence qu'on le veuille ou non. Car l'usage est toujours vainqueur, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe, comme nous le verrons dans la partie historique, mais l'usage est toujours vainqueur. Au moins tant qu'il n'y aura pas de police de la langue, ni de loi punissant les erreurs présumées, ce qui serait la pire des façons de défendre une langue. Nous ne sommes pas dans le roman 1984 de George Orwell, bien que dans mes échanges récents sur les réseaux sociaux, il semble qu'une partie d'entre vous aimerait bien qu'il existât cette police fictive. Les 4 vidéos que je vais consacrer à ce thème dans les jours qui viennent sont bien sûr reliées entre elles, mais
vous pouvez aussi les regarder de façon autonome. Je les ai conçues pour ne pas nécessiter absolument le visionnage des 3 autres pour comprendre chacune d'entre elles. Mais bien sûr, c'est mieux de tout regarder, je vous y encourage, parce que je vais aborder beaucoup de points et que, comme d'habitude, tout est lié. Maintenant, place à l'échange. Eh bien, bonjour Sébastien Hatton, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Déjà une première manifestation de langue inclusive ou de langage épicène, comme vous voudrez. Oui, alors on va essayer de ne pas trop se couper la parole dès le début, parce que ça va être vite pénible. Ah, désolé, je pensais que c'était à propos. Oui. Bref, chers amis internautes, par cette présentation, nous ne comptons pas spécialement influencer votre opinion, car elle vous appartient. Nous espérons seulement que vous aurez grâce à nous une vision précise, globale et non biaisée de ce qu'est cette écriture mal connue, qu'est l'écriture inclusive, de ce qu'elle implique, de ce qui la motive et des raisons qui font qu'elle a tellement d'importance dans la société actuelle, au point qu'il paraît qu'il n'est plus possible de dire que c'est un caprice de féministes extrémistes. C'est pas qu'il paraît, c'est sûr, c'est un fait de société auquel il convient de prêter une attention particulière. Après, je suis prêt à en coudre et en découdre en commentaire si le cœur vous en dit. Eh ben, on va déjà en coudre et en découdre tous les deux, comme vous dites. Commençons par une petite définition si vous voulez bien. Qu'est-ce que l'écriture inclusive? Alors, pour faire court, l'écriture inclusive en français regroupe l'ensemble des règles qui permettent de rendre le genre féminin aussi visible que le genre masculin, dans les cas où la grammaire met en avant le masculin comme genre non marqué ou genre dominant. Autrement dit, pour être très clair, l'écriture inclusive fait qu'on arrête de cacher des femmes derrière un masculin prétendument neutre. Tout de suite les grands mots. Faire qu'on arrête de cacher les femmes derrière un masculin prétendument neutre. Oui, c'est ça, merci de répéter. On parle aussi de désinvisibilisation du féminin, voire de désinvisibilisation des femmes dans un cadre idéologique plus large. J'ai largement parlé de cette question du genre non marqué en français dans la vidéo sur genre et sexe. Aussi, je vous encourage à aller voir les 2 parties que j'ai consacrées à ce thème, même si ce n'est pas du tout obligatoire pour suivre cette vidéo-ci. Vous venez de parler de cadre idéologique, alors s'agit-il d'une question politique? On n'avait pas vraiment prévu d'en parler maintenant. La question vous dérange peut-être? Pas vraiment. C'est juste que nous y répondrons mieux quand nous aurons posé les fondements linguistiques et historiques de la chose. Pour en revenir à notre définition générale, dans un sens plus large, une écriture ou une langue inclusive permettrait de rendre visible n'importe quelle minorité ou groupe, ou plus exactement n'exclurait personne dans ses formulations. C'est un sujet très complexe et c'est pourquoi j'en resterai pour ma part à la langue inclusive qui concerne la visibilité des femmes dans le langage. En fait, d'écriture inclusive, il vaudrait peut-être mieux parler de façon plus large de langage épicène, qui est moins restrictif et qui concerne aussi bien l'oral que l'écrit. Le langage épicène, rapporté au genre, est donc l'ensemble des mécanismes qui permettent aux femmes d'être représentées dans le langage à l'égal des hommes. Épicène est un mot dont l'étymologie grecque signifie posséder en commun. Dans notre définition, épicène signifie à peu de choses près qui met le masculin et le féminin au même niveau. C'est ça. Cette définition ainsi posée a évidemment des fondements sociologiques et politiques, ainsi que vous l'avez suggéré. Il ne s'agit pas seulement de grammaire, comme on le précisera ultérieurement. On parle aussi de langage neutre parfois. Oui, mais j'éviterai d'employer le terme neutre comme synonyme d'inclusif et d'épicène parce que je l'ai déjà largement employé au sujet du genre et que je vais continuer à l'employer. Sachez qu'on dit aussi langue ou écriture non sexiste en Suisse et au Québec, régions dans lesquelles l'écriture inclusive est recommandée depuis 20 à 40 ans, bien qu'il y ait là-bas aussi des débats assez vifs. La francophonie n'a pas une position unique en la matière et la France résiste davantage que les 2 autres pays que j'ai cités. Un petit mot donc sur le genre avant d'aller plus loin. Est-il juste de dire que l'écriture inclusive a pour fondement la reconnaissance d'un genre dominant qui serait en français le masculin? Oui, c'est vrai, et en particulier à cause de ce que nous décrirons tout à l'heure dans l'histoire du français, et qui se matérialise par la règle le masculin l'emporte sur le féminin, même si cette règle n'existe pas officiellement sous cette forme. En revanche, même si la grammaire n'écrit pas cette règle noir sur blanc, nombreux parmi nous l'avons entendue de la bouche de professeurs, peut-être parce que c'est une façon économique de la présenter sans penser à mal. Quand on disait que ce n'est pas qu'une question purement linguistique,
Existe-t-il des études essayant de mesurer l'impact de cette phrase sur le cerveau des gens et des enfants en particulier? Je suppose que oui. Mais cette question s'inscrit dans un cadre beaucoup plus vaste, l'éducation différenciée, à savoir notre façon d'éduquer les filles et les garçons par le choix des couleurs de vêtements, le choix des jouets, le choix des activités, les recommandations qu'on leur fait, par l'attitude qu'on leur demande d'avoir dès l'enfance, par les qualités présumées que chaque sexe représente. L'impact sur le cerveau est bien plus important par ces critères que par la langue. Vous admettrez que nous ne sommes pas compétents pour parler de cela. C'est ce que j'allais dire. Restons-en donc à la langue. Rappelons donc qu'en français, le masculin est considéré dans certains de ses emplois comme un genre non marqué, un genre générique, qui englobe des individus mâles et femelles, voire représente un individu de sexe féminin, et aussi qu'on continue à le présenter explicitement comme genre dominant dans certaines situations. On peut toujours présenter ces situations, vous l'avez fait dans sexe et genre, mais ça ne fait jamais mal de répéter. Donc le masculin doit être utilisé dans les cas suivants. Singulier générique, comme dans l'homme est un loup pour l'homme, pluriel englobant, les hommes détruisent l'environnement, règle d'accord de groupe coordonné, les hommes et les femmes sont gentils, absence de féminin d'un nom spécifique, Madame le ministre, même si ça a changé récemment, on y reviendra dans les autres vidéos, et accessoirement le lemme, ce qu'on appelle le lemme, c'est-à-dire la forme basique d'un mot qui est traditionnellement en français, le masculin singulier. Oui, la langue épicène consiste à briser cette hégémonie du masculin non marqué pour à la fois mettre en valeur les femmes, si on pense que ce masculin est dominant, ou parfois pour lever des ambiguïtés, car dans certains énoncés, il est impossible de savoir à coup sûr si le masculin est générique ou spécifique. Exemple, tous mes étudiants sont intelligents, est une phrase qui ne permet pas de savoir s'il s'agit seulement de mes étudiants de sexe masculin ou de toute la population étudiante dont j'ai la charge. Oui, mais enfin, normalement, c'est le contexte qui détermine ça. Hors contexte, beaucoup de phrases sans genre dit dominant sont ambiguës. C'est pas faux. Mais si le contexte est insuffisamment riche, ou s'il faut toujours contextualiser pour comprendre, c'est aussi parce que la grammaire est ce qu'elle est. Le langage épicène peut se révéler non ambigu, mais c'est une autre question car ce n'est pas sa vocation première. Donc restons-en là pour cette définition générale. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour un survol historique de cette question dans la langue française, et puis nous pourrons détailler toutes les formes de ce langage si décrié avant de passer aux polémiques. J'ai hâte, hein, moi aussi. Au revoir.